Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter ce qu'on peut appeler la réflexion de la FIM à propos des conditions de sécurité en maintenance. Je dirais que ce n'est pas toute la réflexion de la FIM. Je vous montrerai à la fin de mon petit exposé qu'on peut vous transmettre un message très très complet en la matière de sécurité lors des opérations de maintenance. Mais je vais vous donner quand même un aperçu de ce qui a fait notre réflexion. Je commence tout de suite par les illustrations que j'ai préparées à votre attention. Alors, je vais vous proposer déjà un certain nombre de... C'est quoi ce boulot? Voilà. C'est quelques chiffres qui se rapportent à la maintenance, mais plus particulièrement sous l'aspect de la sécurité. Et c'est des chiffres qui ont été récupérés dans la profession, étant donné que nous ne faisons pas l'objet d'une véritable statistique nationale. C'est donc une récupération d'éléments épars qui semblent montrer, c'est ce qu'on admet aujourd'hui, qu'il y a environ 90 morts dans l'industrie suite aux opérations de maintenance, en cours d'opérations de maintenance. Donc mon sujet n'est quand même pas neutre, humainement, si ce n'est économiquement. Les deux causes d'accidents les plus graves. Certains d'entre vous avec qui j'ai dû échanger, certains étudiants le savent, peut-être bien la cause première des accidents en maintenance, c'est la mauvaise gestion des énergies. Les énergies sous toutes leurs formes, hein. Énergie conduite, c'est-à-dire peut-être l'électricité, le pneumatique, etc. Mais les énergies un peu plus sournoises, qui sont ces énergies emmagasinées dans la machine, énergies potentielles diverses et variées, énergie dans les réserves oléopneumatiques, dans les systèmes à ressort. Donc toutes ces choses-là sont vraiment à l'origine des accidents les plus graves. Ensuite, évidemment, il y a les chutes de hauteur en cours de manutention de pièces démontées. Parce que le mainteneur ne peut pas toujours utiliser des appareils ou des appareils de levage très adaptés. Les circonstances ne le permettent pas toujours et on a des accidents très graves. Alors ensuite, il est intéressant de se rapporter aux populations qui travaillent dans la maintenance. Sur environ 450 000 personnes, on compte certainement 150 000 qui sont bien formés avec des cursus aboutis. Et certainement également environ 300 000, c'est-à-dire les 2 tiers, qui ont des formations avortées, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas allées au bout, qui n'ont pas été, je dirais, validées. Vous savez, quand on essaye de faire coïncider les nombres d'accidents et leur gravité, on s'aperçoit qu'il y a une cristallisation de ces accidents sur les personnes les moins formées. Je n'ai pas la possibilité de vous le montrer en détail au travers de tableaux de chiffres. C'est quand même ce qui ressort. Ce qui ressort également, c'est qu'à l'origine des accidents, on a à l'évidence des raisons techniques aux accidents, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est 20% à peu près. Par contre, vous le voyez, la règle des 80-20, encore une fois, elle émerge, et on s'aperçoit qu'il y a 80% de cas où le comportement de l'individu est certainement à l'origine de la chose. Alors, bon, ça nous laisse du grain à moudre pour faire baisser les choses, pour faire baisser les statistiques d'accidents, en travaillant, oui, sur la technologie, je suis un technicien et ça me plaît bien, mais en travaillant aussi au niveau des personnes, leur compréhension des systèmes, leur formation, encore une fois. Alors, 2 constats peuvent être formulés. Formation insuffisante, je viens de le dire, c'est des formations qui font que, comme elles sont insuffisantes, la compréhension des systèmes n'est pas complètement aboutie. L'environnement même des opérations n'est pas toujours très très bien distingué, et également un manque d'habitude pour anticiper ce qui pourrait se produire et ce qui pourrait conduire à la situation dangereuse génératrice d'accidents. Donc voilà, hein, cette formation insuffisante, c'est la première part du constat. Et puis la deuxième, alors celle-là, c'est vraiment le fond. Beaucoup de légèreté vis-à-vis des énergies. Je reviens un petit peu sur la statistique première. Ce que vous voyez là, c'est peut-être assez peu compréhensible parce que c'est une photo prise sur le vif avec un téléphone et qui montre un individu qui s'est dit être en sécurité en ayant simplement ouvert un portillon d'une zone dangereuse. Alors d'accord, le portillon était équipé d'un système de verrouillage électrique, mais il se trouve que ce n'est pas toujours la fiabilité même. On ne peut pas se suffire de cette simple précaution pour accéder dans les mécanismes. Alors donc je vais développer un peu à ce niveau-là.
Pour ce qui concerne ces énergies, donc comme toujours, les énergies de puissance, alors quelles qu'elles soient, hein, l'électricité, l'air, la vapeur et autres, on a de toute façon des moyens de séparation, des moyens de condamnation de ces moyens de séparation. Ça existe, mais encore faut-il les reconnaître et encore faut-il les utiliser. Du point de vue des énergies, évidemment, les énergies de commande. Alors les énergies de commande, ce sont toutes ces énergies qui permettent d'aller alimenter, commander les préactionneurs. Et puis on est bien tenté, c'est tellement facile de neutraliser les mouvements sur une machine, ou la fonctionnalité de la machine, si ce ne sont des mouvements. On est tenté de neutraliser ça à l'aide d'un arrêt d'urgence, un bouton d'arrêt d'urgence, ou peut-être même, comme on l'a vu tout à l'heure sur cette photo, neutraliser les mouvements et les fonctions par l'ouverture d'un protecteur. Mais encore faudrait-il que cet arrêt d'urgence ou ce protecteur soit raccordé au système de commande et neutralise les énergies de façon fiable. On a un énorme problème de fiabilité des parties de circuit de commande relatives à la sécurité. Je peux vous le dire par expérience, je sévis dans le domaine de la sécurité des machines depuis 1970. Grand Dieu, le nombre de machines où j'ai pu constater que les signaux de sécurité étaient transférés, traités par des systèmes programmés électroniques dont les modes de défaillance étaient méconnus. C'est je ne vais pas dire une constante, mais franchement, c'est quelque chose de très fréquent. Et on ne peut pas se dire en sécurité parce qu'on a ouvert un protecteur mobile, parce qu'on a agi sur un bouton d'arrêt d'urgence. Alors, restent aussi ces énergies sournoises que j'ai annoncées un peu plus tôt. Énergie résiduelle, alors énergie accumulée, masse suspendue qui demande qu'une rupture d'organe ou une circonstance de démontage pour pouvoir essayer de rejoindre le centre de la Terre, et sur la trajectoire de la masse suspendue, vous trouvez un individu qui se fait couper une main, voire pire. Donc là, on est sur un sujet qui est difficile à traiter parce qu'il mérite, pour être bien traité, une parfaite connaissance des systèmes et un sens de l'anticipation que j'ai réclamé déjà une fois, et je crois qu'il faudrait qu'on travaille un peu sur notre capacité à prévoir. Alors, je me suis permis de recopier un petit morceau de la loi française, un petit morceau du Code du travail. Je lis. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. Donc, le système réglementaire qui s'impose à nous dit pas d'opération de maintenance sans avoir mis parfaitement la machine à l'arrêt. OK ? Et puis, si vous n'avez pas compris, vous lisez la suite, on vous dira une deuxième fois qu'on ne peut pas faire autrement. Et la suite encore vous dira qu'une fois que vous avez arrêté, eh ben, il faut que ça soit condamné, histoire que ça ne reparte pas de façon intempestive. Hein? Bon, ça va? Tout le monde a saisi? Alors, maintenant, on va aller voir un peu plus loin cette opération de maintenance. Pourquoi tu rigoles? Cette opération de maintenance... oui, bien sûr, la faire à l'arrêt, mais est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que toutes les phases de l'opération de maintenance permettent que l'on exécute notre travail avec des engins à l'arrêt? Je dis cependant, il faudra bien passer à un moment ou à un autre au diagnostic des causes de dysfonctionnement. Et cette étape de diagnostic, elle peut se faire parfois avec machine à l'arrêt, mais très fréquemment, pour aboutir, ce diagnostic, il nécessite que l'on ait les énergies et que l'on soit capable d'observer une cinématique en action pour déterminer le point où effectivement il y a quelque chose qui est anormal et là où il y aura peut-être une réparation à effectuer, donc présence des énergies. Alors on est en train de se dire, mais quelle est la réalité face à la préconisation du Code du travail ? Une autre circonstance aussi, c'est l'opération de réglage. Cette opération de réglage, elle peut être effectuée à l'arrêt, effectivement, parfois. Et puis, dans bien d'autres cas, une opération de réglage à l'arrêt, eh bien, ça va être du travail par tâtonnement. Parce que lorsqu'on redémarrera, on va s'apercevoir que le réglage n'est pas tout à fait exact. Donc, on va arrêter à nouveau pour pouvoir peaufiner, puis redémarrer pour essayer, et ainsi de suite. On va faire de la perte de temps. Et en plus, on va exposer pendant toute cette longue période encore plus la personne. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir observer. Alors j'ai écrit, certaines opérations de réglage ne peuvent pas être effectuées à l'arrêt. Elles nécessitent donc que les machines soient dotées de modes de marche particuliers permettant, après neutralisation de certaines sécurités, la maîtrise constante et la visibilité du fonctionnement des organes. Ça veut dire que
Une machine qui est conçue pour fonctionner en mode de marche automatique et pour produire, c'est peut-être pas suffisant. Il est peut-être nécessaire que cette machine soit dotée d'un mode qui permette à l'opérateur de maintenance, au régleur, eh bien, d'effectuer son travail, pas fatalement avec un déroulement de cycle, peut-être oui, parfois, mais encore faudra-t-il que la machine soit équipée convenablement pour offrir des conditions de sécurité convenables à cet opérateur de maintenance, à ce régleur. Je lis la suite de mon histoire, récupérée dans le Code du travail, et on me dit toutefois, alors j'adore les préconisations avec le toutefois, hein, on peut ricaner, mais on nous dit, lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement. Je vous ai parlé de mode de marche, c'est des conditions de fonctionnement particulières, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. Et vous n'oubliez pas de lire ce qui est en bas du slide, c'est l'employeur rédige une instruction à cet effet. C'est-à-dire que le Code du travail explique que ce n'est pas à l'opérateur de maintenance de prendre sous sa coupe le fait qu'il va effectuer des mouvements après avoir neutralisé des protecteurs, et puis que c'est son métier après tout, on l'a embauché pour ça, c'est pas comme ça. C'est l'entreprise qui doit repérer ces conditions, les répertorier, organiser une procédure de travail adaptée. Là, il y a un problème de responsabilité qu'il ne faudrait quand même pas déplacer. Alors, pour les opérations de maintenance corrective et préventive, le mainteneur, après avoir déterminé l'origine du dysfonctionnement, il doit réparer, remplacer certains organes. Cette opération, je dirais, c'est pas le plus compliqué, parce qu'une fois que le diagnostic a été effectué et qu'on doit réparer, il n'y a qu'à neutraliser les énergies. Et là, on va passer à ce que tout le monde appelle communément la consignation. Moi, à mon avis, c'est pas le plus dur. Et encore que, on va s'apercevoir qu'il est nécessaire de préciser les choses et de faciliter la tâche de l'opérateur aussi pour cette opération de consignation toutes énergies. Alors, je pourrais développer bien plus parce qu'après, il y a une complexité des choses qui nous est faite. Cette complexité apparaît suite à ce que les installations puissent être vérifiées hors énergie ou pas, que ce soit des machines ou installations stratégiques ou pas, qui permettent qu'on les arrête ou pas. Est-ce que c'est une opération qui est standard, répétitive ou une opération occasionnelle? Bon, toutes ces conditions viennent compliquer un petit peu, et puis elles ne sont pas univoques, quelquefois elles se conjuguent. Donc oui, les conditions de sécurité sont difficiles à acquérir, oui, certainement. Autre chose qui est intéressant à reprendre un petit peu en compte, c'est cette, alors je ne vais pas dire rivalité, mais quelquefois cette crispation qu'il peut y avoir entre le service maintenance et le service production. Parce que le service production est là pour produire, comme son nom l'indique, est là pour permettre à l'entreprise de vivre, d'avoir une pérennité, de dégager des marges, de verser des salaires. Et puis l'homme de maintenance, lui, se dit, il me faut du temps pour diagnostiquer, il me faut du temps pour réparer. Donc quelquefois, je dirais, allez, au bas mot, il y a compétition sur le temps. Et puis vous voyez certainement en bas de l'image la sécurité dans tout ça. Elle est prise en étau, elle est prise en sandwich. Et qu'en reste-t-il dans cette compétition? Donc, thème de réflexion. Autre chose qu'il est nécessaire de ne pas oublier, chaque personne physique ou morale doit répondre pénalement des conséquences de ses actes et de ses omissions lorsqu'ils ont créé un préjudice envers autrui. Alors, évidemment que dans le domaine de la maintenance, on est bien obligé de se pencher sur le sujet. Hein. Cet opérateur, il est responsable de quelque chose. Sous réserve que l'entreprise lui ait donné les conditions que j'exprimais un peu précédemment, à lui de ne pas trop verser dans l'oubli, dans la négligence, voire pire. Sa responsabilité personnelle sera engagée. Je m'adresse vraiment directement à nos jeunes collègues qui vont rentrer dans la vie active, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont un très beau métier, mais qui est un métier à responsabilité. Qu'ils soient en charge d'équipe ou pas. Il y aura toujours de toute façon un opérateur de production derrière qui risque de souffrir d'une négligence ou d'un oubli. Alors, en résumé, donner des conditions et des moyens d'effectuer la mission correctement à des hommes et des femmes bien formés,
c'est ce qui est nécessaire, que ces gens comprennent bien les systèmes, capables d'analyser les dangers, il y a des fautes dans mon bidule, préalablement aux opérations, et qu'ils soient conscients de leurs opérations, de leurs responsabilités, pardon. Donc, au total, oui, c'est un résumé de ce qui précède, c'est ce qu'il faudrait arriver à atteindre. C'est aussi, c'est pas simplement des gens, c'est aussi des installations bien conçues ou bien rééquipées pour les plus anciennes installations, avec des modes de marche-maintenance, alors vous les appelez comme vous voulez, des modes manu, des modes pas à pas, des modes coup par coup, ce qui est nécessaire pour effectuer ces fameux réglages et ces fameux diagnostics dans des conditions optimales. Des machines qui soient dotées de moyens d'arrêt sûrs, et non pas « oh ben ça doit être bon, puisque c'est un bouton rouge, ça doit être quelque chose de sûr ». Ben non, il y a quelque chose à aller voir un peu plus profondément dans la tripaille de la machine, évidemment. Et puis aussi que tous ces moyens de coupure, dissipation, condamnation des énergies qui nous seront nécessaires pour effectuer la réparation, eh ben, au moins existent et certainement aussi soient repérés et bien reconnus par les personnes qui vont intervenir. Alors, forte de cette réflexion, l'AFIM a élaboré, ou bien a participé à l'élaboration de plusieurs outils. D'abord, Securafim, c'est un produit 100% AFIM, très simple. C'est un concept destiné à répertorier tous les moyens de coupure et de séparation, de les mettre en évidence. Et c'est quelque chose qui, finalement, paraît bien simple et bien bené. Mais Dieu qu'on a des installations où les moyens de coupure ou de neutralisation des énergies ne sont pas parfaitement reconnus. Et puis, ce fameux outil qu'a évoqué notre ami Karim Khalfan, Paris Maintenance, ce progiciel qui permet de faire une analyse des risques préalables aux opérations de maintenance, oui, c'est un bel outil. C'est quand même se rappeler que les situations dangereuses ne résultent pas uniquement de la question énergétique. Il y a tout l'environnement, il y a le travail en hauteur, il y a les produits, il y a grand Dieu, je ne vais pas me lancer là-dedans pour énumérer toutes les situations dangereuses et tous les risques générés. Mais oui, Paris maintenant, c'est un bel outil pour savoir repérer tout ça et savoir se donner un mode de marche sécurisé lors de notre opération ultérieure. Mode de marche, non, mode de travail. Et puis les formations d'AFIM qui sont là pour nous aider à améliorer un petit peu notre démarche, pour mieux comprendre le contexte, pour sortir de cette gamme des gens qui ont une formation trop courte et qui n'ont pas assez de capacité d'anticipation, qui n'ont pas une assez bonne connaissance des systèmes. Les formations AFIM participent sur ce point à améliorer la condition de nos hommes, nos femmes qui travaillent en maintenance. Securafim, donc un des outils Securafim. Alors pour une maintenance plus sûre, oui, moi j'y crois. Le concept, de quoi s'agit-il? Oh, vous savez, c'est le concept des petits disques tout bleus là. Hein. Alors moi je suis daltonien, on m'a dit que c'était tout bleu. Alors petits disques tout bleus, et on va voir un petit peu comment on les met en œuvre, ces petits disques tout bleus. Alors, constat encore une fois, je répète des choses, mais encore faut-il qu'on ait bien ancré dans notre esprit ce qu'on cherche. La sécurité de l'opération de maintenance repose en grande partie sur la neutralisation des énergies, tout au moins l'opération de maintenance dans sa phase de réparation, et l'intervenant ne perçoit pas toujours clairement tous les points de consignation pour des raisons multiples, et puis qui se conjuguent également pour ce cas-là. Alors je vais l'illustrer rapidement par 2-3 dessins, vous savez. Quelquefois, on n'a pas une connaissance très complète de l'installation. Hein, là, ce dessin ne mène à rien, ne signifie rien, mais on sait très bien que quelquefois c'est compliqué et on ne perçoit pas complètement les tenants et les aboutissants. Et les organes de coupure, où sont-ils? Quelle est leur capacité à vraiment circonscrire la zone dans laquelle on va vouloir travailler, et puis la rendre inerte? Pas toujours très simple, hein, c'est là qu'on touche au sujet, et puis il y a d'autres choses qui sont encore plus bennettes. Regardez cette photographie d'armoire électrique. Alors oui, il y a un sectionneur de tête, c'est l'appareil supérieur, qui peut-être bien doit couper la totalité de l'énergie électrique sur cette installation, mais après tout, ce deuxième interrupteur sectionneur qui est en bas, il sert à quoi? Il coupe quoi? Il en coupe une partie, il coupe rien, il coupe autre chose qui n'est pas dans l'armoire. Allez savoir. Alors vous voyez bien qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même éclaircir dans tout ça. Hein. Et puis, quelquefois, on a des systèmes pour lesquels la sécurisation, la neutralisation de l'énergie ne coule pas de source, parce que c'est un système unique ou quasiment unique. Vous voyez en l'occurrence un système d'entraînement d'un skip.
C'est-à-dire d'une petite benne qui monte sur une pente avec un pignon droit qui attaque une crémaillère, et puis vous devez aller reprendre des soudures sous la benne. Alors oui, vous allez couper l'énergie électrique, ça c'est bien, c'est d'y avoir pensé. Hein. Mais cette affaire-là est quand même à l'arrêt sous réserve que les organes mécaniques soient solides et puis tiennent bien le coup pendant toute l'opération. Eh ben, il y a des méthodes simples, hein. On met un sabot contre crémaillère une fois que tout est arrêté, histoire d'empêcher la dérive. Bon, eh ben, ça ne se devine pas, on le sait ou on ne le sait pas, et c'est quelque chose qu'il faut avoir identifié clairement au préalable de notre opération de maintenance. D'autres systèmes très très simples, hein. Vous savez, la cale pour empêcher la descente d'un coulisseau de presse lorsqu'on doit intervenir dans la zone de travail, bah oui, c'est encore un système de neutralisation des énergies. Hein. Je ne vais pas chercher des trucs très compliqués, mais je cherche des trucs qui sont très oubliés par contre. Alors voilà, la petite étiquette toute bleue. Alors on va en mettre une pratiquement sur tous les points de coupure et de neutralisation des énergies. Ça, c'est un travail que l'entreprise devra entreprendre, devra attaquer. Et chaque machine, eh ben, on ira repérer le sectionneur électrique, la vanne d'air, la vanne de purge de la réserve oléopneumatique, et puis etc. Et il va falloir le faire. Et mettre des petites pancartes bleues en face de chacun de ces machins-là. Et puis, recenser tout ça sur une fiche des repères de consignation. Fiche personnalisée à chaque machine, évidemment. Un exemple, je ne sais pas s'il est très très clair, hein, j'ai piqué sur Internet une presse à injecter les matières plastiques. Là-dedans, j'ai supposé qu'il y avait quand même une partie électrique, donc on voit qu'il y a une coupure électrique, on a mis la petite étiquette bleue en mettant un chiffre qui est 1 sur 3, ça veut dire que notre individu qui va aller travailler, il va se dire, ah, 1 sur 3, ça veut dire qu'il y a 2 sur 3 et 3 sur 3. Il y a déjà une alerte. Et il va se partir à la pêche aux 2 autres qui lui manquent. Hein, bon, c'est simple. Et il va partir à la pêche à quoi? Ben, à 2 sur 3, c'est le pneumatique. À 3 sur 3, c'est l'eau surchauffée qui met le moule en température. Et bien, quand il est arrivé à 3 sur 3, il sait que ben, ça y est, il a fait le tour de ses énergies. Il a sa fiche des différentes consignations qui apparaît, puis qui lui donnera d'autres indications encore, Je ne sais pas si vous arrivez à les lire très clairement. Moi-même, j'ai du mal. J'ai inscrit quelques petites précisions de sécurité qui peuvent être utiles au-delà de la coupure, et encore qui touchent peut-être. L'énergie thermique, je dis, ne pas connecter les canalisations souples d'eau surchauffée à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Il y aurait des risques de projection et de brûlure. C'est un truc qui m'est passé par l'esprit. Et puis j'ai dit, le surchauffeur d'eau, c'est pas la peine d'aller chercher sa coupure électrique, parce que quand vous avez coupé avec l'appareil 1 sur 3, vous avez coupé aussi l'énergie électrique sur le surchauffeur. C'est pas la peine que le type perde du temps, on a réfléchi pour lui sur ce coup-là. L'énergie hydraulique, je dis, ne cherchez pas les réserves oléopneumatiques, il n'y en a pas. Pour le pneumatique, ne cherchez pas les ballons d'air, il n'y en a pas non plus. Perdez pas votre temps. On a fait cette analyse des risques au préalable, et elle est faite, et il y a cette fiche, vous pouvez le croire. C'est votre service de sécurité qui met ça à votre disposition pour améliorer vos conditions de sécurité. Et puis pour les entreprises qui ont déjà mis en œuvre ce système Securafim, on s'est aperçu que les compagnons étaient drôlement contents d'avoir ces bidules-là. Ils gagnent un temps précieux et en plus ils trouvent que c'est quelque chose qui pète aux yeux. Il y a des gens qui appellent ça le management visuel des énergies. Formidable la formule. Je te salue, Claude. Alors, le système Securafim, il intéresse toute forme d'énergie. Après tout, il est tellement simple qu'il s'adapte pratiquement à tout type d'énergie. On a parlé d'électricité électrique, pneumatique, hydraulique, avec tout ce que ça peut comporter. Mécanique, vous savez, le sabot contre crémaillère qu'on a envisagé ensemble pour empêcher que la benne du skip vienne à redescendre, il y aura l'endroit où on va accrocher le sabot, peut-être bien le petit papillon bleu qui ira bien. Hein, c'est au même titre que pour le sectionneur électrique. Bon, pour le thermique, pour les produits, pour ce qui est chimique, les systèmes à rayonnement ionisant, et ainsi de suite. C'est un système d'identification le plus simple possible. Encore faut-il le mettre en œuvre, ça demande une démarche préalable de l'entreprise. Alors, AFIM a mis en place ce machin-là, c'est mis dans le commerce à un prix qui défie un peu toute concurrence, parce que les 50 affiches, pour des machines simples, vous faites quasiment une dizaine de machines avec 50 affiches, hein, voire plus. Vous êtes à tout casser avec un système qui coûte 120 € hors taxe.
On vous le livre avec un petit fascicule relatif à la sécurité des opérations de maintenance qui a été élaboré en collaboration entre AFIM et INRS. Il n'y a que des gens bien qui ont travaillé là-dessus. Le guide d'utilisation pour la mise en place de ces fameuses affiches également est disponible. Et puis si on a un parc qui est considérable et qu'on ne veut pas avoir 30 fois le disque Paris Maintenance ou le guide d'utilisation, on peut appeler M. Pichot qui, lui, organisera des conditions de vente, des conditions commerciales particulières. Je le laisse se débrouiller avec ça. Alors, maintenant, on arrive à un autre outil, c'est le fameux outil dont parlait Karim et dont je vous ai entretenu un peu précédemment, ce fameux progiciel d'analyse des risques Paris Maintenance. Alors, Paris Maintenance, on a, si on veut faire simple, parce qu'il y a peut-être plus compliqué que ce que je veux mettre sur un seul slide, je n'ai pas trop de place. Hein. Alors j'ai dit, bon, allez, il y a deux approches grosso modo. Il y en a une qui est l'approche que nous avons tous chaque jour lorsque nous partons au travail en maintenance, c'est l'approche au fil de l'eau. C'est une approche d'analyse des risques qui tient compte de notre expérience, de notre formation, de notre vécu. Alors, c'est à géométrie variable, parce que si vous prenez un pépère qui a 63 ou 4 ans, ou un jeune d'une vingtaine d'années qui débute dans le métier, la qualité de l'analyse des risques au fil de l'eau, ben, ça ne donnera pas deux analyses superposables, ça c'est clair. Donc, on peut améliorer les choses en travaillant sur la formation des gens, oui. En tutorant mieux nos jeunes qui rentrent dans nos services, oui. Et puis, il existe quand même des méthodes dites expertes, hein, ça c'est un grand mot, les méthodes dites expertes, c'est des méthodes organisées, qui ne se suffisent pas du pifomètre de précision et puis du subjectif, hein, puis comme c'est une notion ou une capacité personnelle qui est inégalement partagée, je crois que l'analyse au fil de l'eau, elle a ses limites, et on est content de trouver un système dit expert, structuré, basé sur un protocole qui est reconnu, qui a été bien mouliné. Mais ces opérations expertes ne sont pas fatalement très très lourdes, hein, ça peut intéresser des opérations habituelles ou non, plus ou moins compliquées. Donc on va voir un petit peu ce que Paris Maintenance est capable de proposer sur cette deuxième approche de l'analyse des risques. Alors, programme d'analyse des risques lors des opérations de maintenance, hein, voilà le sens du mot Paris. Qui a mis cet outil en branle et qui l'a conçu? Ceux que j'ai énumérés sur ce slide, hein, l'éducation nationale, des gens d'ici, hein, l'IUT, donc Karim a dû tremper dans l'affaire, l'AFIM, évidemment, a fait partie des moteurs hein, dans cette équipe, l'UIMM, puis l'INRS, les CRAM, enfin bref, tout plein de gens qui sont vraiment attachés à ce que la sécurité de l'opération de maintenance soit une réalité, pas simplement un discours dans un amphi. Hein. Ils sont mouillés pour cracher un véritable outil, pas trop compliqué à utiliser, même pas compliqué du tout. Alors, quelle est la différence entre Paris Maintenance et d'autres méthodes? C'est simple, la prise en main est vraiment rapide et sans aucune difficulté. C'est adapté aux opérations rares, compliquées, lourdes ou coutumières, ça c'est selon. Et puis surtout, c'est un système qui est cumulateur des informations qu'on a pu déjà enregistrer sur des analyses précédentes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et t'es dissipé, Karim. Non, suis, attends, c'est important ce qu'on est en train de faire là. C'est vrai, chef? Bon. Donc, cumulateur d'informations, ce système, très intéressant. Vous aurez peut-être un peu de temps à passer la première fois où vous le mettrez en branle, ce progiciel. Mais il est évolutif. Il vous laisse la possibilité de rentrer au-delà des menus déroulants du progiciel vos propres conditions correspondant réellement à votre société. Il vous permet de ne pas revenir 15 fois sur des menus déroulants ou des parties de menus déroulants qui ne vous concernent pas vraiment. Et lorsque vous y reviendrez la prochaine fois, vous aurez une tâche d'autant simplifiée. Et ainsi de suite. Et un progiciel qui aura été enrichi à chaque fois. Donc ça, c'est un énorme intérêt. Ça participe à ce que nous demande le Code du travail, qui nous préconise l'amélioration continue en matière de sécurité. Il faut quand même se le rappeler. À qui s'adresse Paris Maintenance? Bon, tout le monde. Tous ceux qui, peu ou prou, ont à réfléchir 2 secondes avant
de partir en maintenance et qui doivent se dire, attends, il y a quand même un aspect sécuritaire là-dedans qu'il ne faudrait pas négliger. Ben allez, Paris Maintenance va très bien. Quel que soit le secteur d'activité, la nature ou la durée des opérations, maintenance interne ou externalisée, ça marche. Hein, c'est pas ça qui est un frein. À quoi sert Paris Maintenance? Ben, ça permet de répondre quand même déjà, puisque je parlais réglementation, ben, c'est une obligation réglementaire de faire une analyse des risques préalable à une intervention, donc voilà un outil pour y répondre. C'est pour les travaux de maintenance préventive, corrective, les travaux d'amélioration, de diagnostic, de vérification. Ben, oui, moi je ne vois pas de frein à tout ça. Et sur quoi ça peut jouer? Sur des installations, des machines, des équipements divers et variés qui ne sont pas toujours des machines. Et puis sur les implantations et les emprises, quelles qu'elles soient, hein, c'est pas limitatif. À quoi ça sert, en fait? Revenons aux choses simples. Ben, ça nous permet d'organiser des plans d'intervention réfléchis du point de vue de la sécurité. Plans d'intervention. C'est des plans de prévention également qui peuvent être réfléchis un peu mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quand on parle de prévention, on parle d'accueil des entreprises extérieures au titre du décret du 20 février 1992. Alors au jour d'aujourd'hui, dans les entreprises, on en fait de plus en plus des plans de prévention en copiant celui qu'on a établi la veille, parce que c'est... Qu'est-ce qu'on gagne du temps? Et puis le jour où il y a l'accident, on ressort le plan de prévention, il vaut une bulle. Parce qu'il ne tient aucun compte des caractéristiques particulières de l'intervention du 21 mars 2013. Il se rapporte à quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Alors donc, si on veut améliorer nos plans de prévention, encore une fois, on peut le faire sur la méthode intuitive, hein, sur la méthode au fil de l'eau, mais on peut le faire très sérieusement en utilisant Paris Maintenance et en l'adaptant à ce sujet. Moi, j'y crois. Ça permet aussi d'établir des modes opératoires sûrs, aussi bien en maintenance qu'en production. C'est un moyen d'assurer la traçabilité et la continuité des informations. Et puis, ce fameux tableau de bord du chef d'établissement qui doit quand même un petit peu garder de près, puisque c'est quand même là où il a pris des décisions d'amélioration des conditions pour l'année qui va suivre. C'est un document qui doit être revu et peaufiné à chaque fois qu'il y a un changement notable dans les procédés, dans l'organisation, dans les ateliers. Et vous savez, si on se contente de la mémoire humaine et même de ce qu'on a tracé sur le papier, ce n'est pas fatalement la meilleure des formules. Et Paris Maintenance, croyez-moi, c'est un sacré outil au niveau du document unique. Hein. Ça, franchement, c'est un progrès. Le principe de Paris Maintenance, rien de très compliqué. Pour ceux qui sont des fanats de normalisation et qui voient à peu près dans le système ISO, la norme ISO 12100, se rapportant aux analyses des risques préalables, à la conception et à la construction des machines et installations, et puis qui, après, paluche un petit coup Paris Maintenance, ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout déconnecté. Au contraire, il y avait des principes très intéressants dans cette normalisation qui ont été repris pour structurer l'architecture de ce logiciel. Voilà. Bon, moi je n'étais pas dans le coup, mais c'est bien fait. Reconnaître les limites de l'opération, c'est un des principes de Paris Maintenance. Reconnaître les limites de l'opération. Ça veut dire quoi, cette affaire-là? Ça veut dire qu'il faut se rappeler un petit peu ce que c'est qu'une analyse des risques, après tout. Hein. Une analyse des risques, c'est un mot. Mais pour faire une analyse des risques, il y en a à qui je l'ai expliqué dans cette salle, c'est d'abord savoir reconnaître ce qu'est cette entité physique à laquelle on va se colter. La reconnaître géométriquement. Est-ce qu'elle tient à cet amphi ou est-ce qu'il lui faut 700 mètres carrés sur 4 étages? La reconnaître dans le temps, est-ce que c'est quelque chose de précaire dans le temps? Quelles sont les énergies qui sont mises en œuvre? Quels sont les modes de marche? Quels sont les produits? Quels sont les gens? Hein? Donc reconnaître les limites de notre opération, c'est savoir reconnaître tout ça. Et lorsqu'on a reconnu toutes les limites, on est capable de positionner les gens qui vont participer à l'opération et de dire, dans ces limites, voilà les situations dangereuses et voilà les risques encourus par les personnes qui feront l'opération. Si on a cette démarche, on a fait une véritable analyse des risques. Sinon, c'est creux. C'est pour faire plaisir, on a fait un paplard parce qu'on nous le demande. Mais le résultat ne sera pas au bout. Donc, reconnaître les limites de l'opération, identifier les dangers, caractériser les risques associés à chaque danger, et puis définir des mesures de prévention les plus adaptées, c'est quand même le but de notre affaire. Hein. Et c'est là que nous emmène Paris Maintenance. Bien. Alors, l'utilité de Paris Maintenance, c'est vraiment d'avoir la démarche structurée toute simple qui consiste à définir les mesures organisationnelles
privilégier dans nos options ce qui est la prévention, la protection collective, avant de commencer à parler de protection individuelle, et dernièrement donner des instructions quand on était à bout de souffle sur les 3 premiers points, mais pas commencer par donner des instructions avant d'avoir fait le reste. OK ? Parce que ça, moi, dans mon métier, je le vois. On met un panneau, touchez pas, c'est dangereux. Non, mais c'est de la rigolade, ça. Il faut commencer par se demander si physiquement, on ne peut pas améliorer les conditions. Organisationnellement, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les conditions? Et bien après, si on est à bout de souffle dans nos moyens technologiques et organisationnels, eh bien peut-être bien qu'on donnera des instructions, on rappellera des choses qui ne sont pas fatalement évidentes, oui, mais pas avant. Donc Paris Maintenance roule sur ce tempo. Alors, gratuit, a dit Karim Khalfan, sans aucun doute. Vous pouvez le récupérer aussi bien sur le site de l'IUT que sur le site de l'AFIM. Aucun problème, AFIM et IUT, c'est frères et sœurs. Bon, là, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la photo de Karim, parce que vraiment, celle-là, je l'adore. Mais ce qui nous intéresse, en fait, ce n'est pas la photo de Karim Khalfan, c'est le fait que, pour une fois, il a mis en place un bidule qui est quand même pas trop mal fait. Pour avoir une prise en main du progiciel... non, mais attendez, il faut reconnaître. Vous ne ferez pas tout avec la vidéo qu'a établie Karim. C'est un truc qui dure 10 minutes, grosso modo. Mais vous allez éviter de perdre 2 ou 3 heures, et puis de vous fatiguer, et puis de vous lasser de la chose. Regardez donc sa petite vidéo, elle est bien foutue. Alors après, dites-vous pas que vous savez tout faire parce que vous avez regardé Karim Khalfan pendant 10 minutes. C'est pas vrai. Je vais vous montrer un peu plus loin qu'il faut aller creuser un peu plus profond. C'est bon, là? Alors, pour faire progresser les hommes, parce que vous vous souvenez quand même, hein, dans ma stratégie, je prends en compte quelque chose de très fort. C'est ces hommes qui sont très jeunes ou d'autres qui sont très mal formés et qui sont pratiquement les 2 tiers de notre population de gens de la maintenance. Et je me dis, faisons-les progresser. Eh bien, la FIM, ça fait partie des outils qu'elle met à disposition des industriels et plus particulièrement de nos services de maintenance. Alors, AFIM a développé depuis une vingtaine d'années un programme d'une belle force. Il y a 25 séminaires animés par des spécialistes. Alors attendez, quand je dis des spécialistes, c'est des types qui ont vécu un métier sur le terrain, qui vous parlent de choses qu'ils ont vécues et qui y croient. C'est ça les formations de l'AFIM. Hein, okay, c'est pas des bidules qui ont été piochés dans les livres et puis mis bout à bout pour que ça fasse 2 jours. Pas du tout. Hein. Vous avez affaire à des gens qui sont des bons spécialistes et convaincus de ce qu'ils vous racontent. Alors les domaines dans lesquels l'AFIM fait de la formation, c'est la formation des équipes de maintenance, préparer la mise en œuvre de la TPM, manager la maintenance, le droit à la maintenance, l'externalisation de la maintenance, les outils organisationnels de la maintenance et la sécurité de la maintenance. Il y a de beaux couplets dans ce dernier paragraphe, il me touche de plus près parce que c'est ma spécialité et je dénigre pas du tout ce qui précède. Mais si la sécurité pour la maintenance vous pose problème ou tout au moins vous estimez que c'est une part importante dans vos responsabilités, eh bien on vous propose des modules pour intégrer la sécurité lors de la conception ou de la modification des systèmes. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir la directive sur son bureau, mais encore faut-il la mettre en musique et puis être capable de savoir ce que ça veut dire techniquement. Donc on a ça dans nos sacoches, intégrer la sécurité lors de la conception, de la modification, l'amélioration des moyens de production à la lumière des directives. Deuxièmement, on a autre chose, on a un autre thème, c'est améliorer le comportement sécuritaire de nos équipiers de maintenance industrielle. C'est un bon vieux stage de 2 jours sur toutes les conneries qu'il ne faut pas faire en opération de maintenance et toutes les bonnes pratiques. Là, il y a un stage qui marche bien, qui est bien rodé. Il a à peu près 6-7 ans d'âge, il est à maturité, il va bien. Exploiter toute la richesse du progiciel Paris Maintenance, excusez-moi du peu, on a monté un module sur 2 jours. Alors vous voyez quand même que, oui, la prise en main, il faut la faire à l'aide d'un outil qui soit très pratique pour ne pas paumer du temps, mais derrière, il faut avoir quand même un pilote qui vous aide à voir un peu plus loin que ce qu'il y a sur l'écran de votre PC. Okay, et donc ça, cette formation, au travers d'exemples, exemple tout fait, exemple à faire ensemble, elle permet de mieux faire nos analyses des risques, de façon plus riche en tout cas.
Et puis Securafim qui fait l'objet aussi pour les entreprises qui ont un contexte qui pourrait être un peu compliqué ou un peu particulier, d'être pilotées, d'être formées pour une meilleure utilisation de ce système Securafim. Alors, pour les renseignements, c'est pas compliqué, il y a un numéro de téléphone, il y a un portail, vous jetez un coup d'œil, c'est très très clair, ça pète aux yeux, hein, les formations AFIM, aucune difficulté. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire à propos de la sécurité lors des opérations de maintenance, j'ai pas du tout jeté le coup d'œil à la montre, donc je sais pas où on en est, ça roule, ok. Et je vous remercie vraiment de votre attention, hein, c'est sympa. Alors si vous avez quelques questions, je vous en prie, je suis à votre disposition. Oui, monsieur. Merci. Merci. C'est très gentil de votre part, je vous en prie, monsieur. Merci. Pascal, alors je n'étais pas discipliné du tout. Il faudrait donner la parole à ce monsieur qui voulait parler. Oui, mais alors évidemment pour les questions, obligatoirement dans le micro, sinon les internautes ne l'entendront pas. Donc si vous voulez bien faire un petit effort. On y va. Merci bien. Rémi Houssin, en fait je suis enseignant à l'UDS et justement j'ai fait ma recherche sur l'intégration de la sécurité en conception. Oui. Et sur ce point-là, en fait, je suis intéressé par rapport à ce que vous faites, vous, à l'intégration de la sécurité dans la conception et par conséquent, en fait, dans le mode de maintenance. Alors, vous avez compris que lorsque j'ai parlé d'intégration de la sécurité en phase de conception ou en phase de modification ou d'amélioration des systèmes, j'ai bien parlé de formation des personnes pour pouvoir appliquer, je dirais, sereinement la directive 2006-42-CE. Hein, c'est le dernier jus de la directive constructive. Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question pour que je rentre un peu plus à fond là-dedans, hein? Oui, en fait, moi, je travaille dans une équipe sur comment on peut concevoir un système facile à maintenir et sûr. Et là, en fait, quand je dis ça, c'est qu'en fait, la démarche actuelle de la conception se fait qu'en fait, on cherche un système fonctionnel qui répond aux spécifications, qui est la fonctionnalité la plupart des cas, en prenant en compte le respect des directives, des normes, etc. Ce fait qu'en fait, pour pouvoir commercialiser le système, il faut le sécuriser. Par conséquent, ajouter des systèmes de production, en fait, des systèmes de sécurité, en fait, des capteurs, etc. Ce qui modifiera complètement la structure globale du système, parce que la fiabilité, elle va changer, parce qu'on a ajouté un système, etc., etc. Et par conséquent, ça va compliquer. Et lorsque vous faites toutes vos démarches pour évidemment faciliter la démarche ou l'opération de maintenance, vous prenez en compte qu'en fait, il y a des contraintes qui est le système lui-même. Ok, je vous entends et je vous comprends. Voilà. Alors par conséquent, nous, on essaye de faire en fait toutes les exigences qui sont liées à ce que vous faites soient prises en compte, mais dès la conception. Lorsqu'on va concevoir le système, avoir un système sûr et facile à tenir. Alors, ce que je peux vous dire sur le sujet, hein, si on veut arriver, je dirais, à ménager la chèvre et le chou, c'est un petit peu abrupt comme remarque, mais oui, on doit avoir une fiabilisation des systèmes de commande qui est très poussée à l'heure actuelle. On est rentré dans le système des normes ISO 13849, partie 1, partie 2, qui ont une démarche, je dirais, plus statistique, que précédemment lorsqu'on utilisait la vieille démarche EN 954-1 où on avait grosso modo 4 catégories et moyennant une petite analyse des risques, au bout de 10 minutes on connaissait la catégorie et puis le système du point de vue des parties de commande relatives à la sécurité, c'était relativement facile à torcher, on n'avait aucun problème en fait, hein, c'était pas difficile. Aujourd'hui ça le devient beaucoup plus et c'est vrai que ça a complexifié les systèmes de commande. Mais d'un autre côté, si je prends que cet aspect de l'affaire, effectivement, en maintenance, je me retrouve devant, je dirais, un circuit de commande qui est bien plus compliqué et à comprendre et à maintenir. Mais ce que je crois, moi, par-dessus tout, c'est qu'on n'a regardé qu'une partie de l'annexe 1 de la directive constructive qui, elle, en un point, qui est le point 1, 2, 5, nous parle de ces fameux modes de marche particuliers qui facilitent la maintenance. Et ce fameux point 1, 2, 5, il est largement négligé. OK ? Donc, qu'est-ce que je dis? J'ai pris que le point 1, 2, 5 et je ne veux pas vous saouler avec des références d'articles. Ce n'est pas ça le sujet. Mais je dis que pour améliorer, je dirais, l'opération de maintenance, que ça ne devienne pas quelque chose de plus en plus compliqué, il faudrait peut-être que, lorsqu'on essaye d'intégrer les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 2006-42, on prenne toutes les exigences essentielles
et pas simplement une au hasard qui nous plaît ou qui nous intrigue. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut avoir une vue globale des préconisations techniques. Alors, évidemment, ça peut paraître une réponse qui est un peu trop générale et qui ne vous permettrait pas d'avancer en tant que telle. Moi, je suis quand même à votre disposition, au nom de la FIM, pour vous répondre de façon plus précise face à un plan. OK ? Je vous propose ça. On peut reparler à part la réunion. Alors oui, à la pause. Oui, merci. Monsieur. Oui, Claude Pichot, donc président de la FIM. Qui nous Oui, a bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, pour cette question importante de la prise en compte de la sécurité au stade de la conception et la maintenabilité. La FIM, nous travaillons dans le prolongement de ce que Pascal Persini a présenté sur Securafim, qui est grosso modo rendre visibles les points de condamnation des énergies dangereuses. Parce qu'à partir du moment où on les voit, imaginez qu'ici, il y a des ronds bleus, Securafim. En entrant, on saurait immédiatement ce qu'il faut faire et où il faut le faire. Nous travaillons à faire en sorte qu'au stade de la conception, donc au niveau du schéma de principe, on puisse poser, on va dire, des ronds bleus sur le plan. Parce qu'une fois qu'on aura posé des ronds bleus sur le plan, quand on commencera à mettre de la matière autour, ça permettra à certains de se poser la question de savoir où sont donc rassemblés les points de condamnation. Et ça évitera de découvrir ce que nous découvrons aujourd'hui, de voir que les points de condamnation des énergies, nos collègues qui ont déjà mis en place cette démarche ont découvert qu'en le faisant a posteriori, on découvre des points de condamnation des énergies qui étaient sous les caillebotis. Il y en a qui étaient à 3 mètres de hauteur. Donc on disait, tiens, il y a l'homme girafe ou la femme girafe qui va venir. Bon. Et dès que l'on rend visible, et imaginez que l'on rende visible dans cette salle, j'ai toujours ce bel exemple là, de la machine avec la girafe, hein, l'homme à la girafe qui manœuvre le volant pour faire descendre la rampe. Et dit, si on voyait cela, quelqu'un dirait, mais comment on y accède ? Donc le principe sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que le prolongement de la démarche Securafim qui visait à améliorer la sécurité sur le terrain, ça commence à se mettre sur les plans. Et si vous commencez à dire que sur les plans, vous mettez des ronds bleus pour dire ça c'est un point de condamnation, au fur et à mesure que vous allez développer la conception, donner de la matière, de l'épaisseur, vous pourrez vous poser la question sur l'accessibilité, sur la maintenabilité. Mais vous pourrez aussi vous poser la question, parce que la découverte que nous avons faite avec cette démarche, c'est que beaucoup de points de condamnation, quand je dis pour ne pas dire la totalité, les organes qui servent à la condamnation, pour beaucoup d'entre eux, ne faisaient pas l'objet de maintenance. Alors vous savez, quand un point de condamnation ne fait pas l'objet de maintenance, ça explique pourquoi des techniciens nous ont dit « Ah, je comprends pourquoi systématiquement on se brûlait chaque fois qu'on intervenait, bien que la vanne soit fermée. » Ben oui, la vanne fuyait, donc les circuits autour étaient toujours en température. Donc voilà un sujet sur lequel la FIM travaille. Vous dire que le sujet est simple et que nous irons à la même vitesse que celle qui nous a permis de qualifier la démarche avec l'INRS, je dirais que pour participer à ces discussions, ça prendra du temps. Par contre, rien ne vous interdit, rien n'interdit que chacun s'empare de la démarche en se disant où sont les points de condamnation, qu'est-ce qu'il faut que je condamne pour mettre en sécurité. Et ça, vous pouvez le faire dès le bête schéma électrique. Vous verrez que le simple fait de poser, vous les appellerez des ronds bleus, ça vous amènera à vous poser des questions. Vous pourrez utiliser Paris le logiciel. Mais si vous commencez par là, là vous allez avancer. C'est la démarche qu'a engagée la FIM. Ça prendra sûrement du temps pour arriver à un stade plus officiel. Mais rien ne vous interdit de mettre en œuvre directement ces recommandations. Et nous serons ravis, si vous le faites, que vous puissiez en parler dans une prochaine manifestation Innova Maintenance, puisque le but du jeu est de parler de ce qui permet d'innover. Merci. Merci. Une autre question ? Oui. On a le temps pour une fois. Bonjour, monsieur Persini, vous m'entendez ? Moi, je suis jeune étudiant en DUT Génie industriel et maintenance, et j'ai bien suivi votre petite présentation. Et j'aimerais savoir comment vous pouvez expliquer le manque de formation des techniciens de maintenance ainsi que la rigidité des entreprises à s'ouvrir à de nouvelles technologies comme par exemple Paris Maintenance.
Alors, Je te laisse te débrouiller avec si, ça. mais attends, il y a 2 points. Il y a 2 points là-dedans qui sont très nets. Je te remercie. Tu es clair dans ta question. Je ne suis pas sûr que la réponse puisse être aussi claire. Déjà, manque de formation. Comment explique-t-on qu'il y a un manque de formation des personnes? Je te rappelle quand même que les agents de maintenance, ils ont des âges qui s'échelonnent entre ton âge à toi et mon âge à moi. C'est-à-dire, quel âge as-tu? Tu as 22 ans? 21 ans. Oui, eh ben on a 42 ans d'écart, hein, d'accord? Et il y a des types de ma génération qui ont démarré avec des CAP de boulanger, hein, et qui ont tout appris sur le terrain. Donc des formations qui, à certains points de vue, sont éblouissantes, parce qu'elles ont été faites par de très bons tuteurs, et à d'autres points de vue, sont complètement creuses, parce qu'ils ne sont jamais tombés sur le cas. Alors, c'est comme pour toutes les formations autodidactiques, ça présente un sacré inconvénient et on a besoin de faire monter cette population qui n'a pas pu bénéficier d'une formation aussi poussée que toi, on peut te l'accorder. Ça existe. Il y a des gens qu'il faut qu'on améliore. Alors maintenant, je touche à la deuxième partie de ton questionnement, qui est pourquoi autant de rigidité dans les entreprises pour former, et voire même pour utiliser des outils tels que Paris Maintenance. Je crois que c'est ça ta question, la deuxième partie de ta question. Ben, je dis les entreprises... elles ont d'abord, dans l'esprit, c'est la pérennité, c'est la continuité, c'est pouvoir maintenir le fonctionnement de cette entreprise dans le temps, verser des salaires, satisfaire peut-être des gens qui ont investi leur denier dans l'affaire. Et les gestionnaires de cette affaire-là, quelquefois, ont une réflexion qui est complètement univoque, qui consiste à dire il faut produire à bonne qualité, satisfaire le client, et puis quand on a fait ça, on s'aperçoit qu'il ne reste plus de temps pour le reste, etc. OK ? Sans prêter de mauvaises intentions à quiconque. C'est ce qui fait la réalité. Alors, ce qui vient renforcer un petit peu mon commentaire, c'est que depuis quelques années déjà, on est dans une situation de concurrence qui s'est considérablement élargie. On ne peut pas l'élargir davantage, ça touche à la mondialisation, disons-nous, mais ça veut dire concurrence commerciale forcenée, et ça veut dire que les temps qui seront impartis à la formation, à la progression des personnes, j'ai peur qu'on leur presse un peu le citron, encore plus que précédemment. J'en ai un peu peur. OK ? Alors après, il y a des gestionnaires que je qualifierais d'éclairés et qui ont compris que d'avoir des intervenants en maintenance qui ne sont pas des cloportes et qui sont capables d'aligner 2 idées à peu près cohérentes, c'est des gains de temps et c'est des gains de fric. Alors il y en a qui sont arrivés à ce stade supérieur de la réflexion. Bon, eh bien c'est pas partout. Voilà ce que je peux te dire. Alors maintenant, juste, je te réponds encore juste sur un aspect des choses. Il y a les populations donc de gens qui sont très variées depuis de leurs origines. En maintenance, c'est pas toujours une origine technique. Bon, il y a ça. Et puis il y a aussi les tailles des entreprises. Tu sais, une grosse entreprise qui travaille dans le domaine de l'aviation et puis qui vient de décrocher le contrat du siècle, c'est pas pareil que l'artisan qui a 7-8 salariés et puis qui fait tout ce que l'entreprise n'arrive pas à faire et puis qui se couche à minuit tous les jours. Donc là-dedans, il y a quelquefois quelques impasses qui sont faites sur des formations ou autres. Voilà, c'est la vraie vie, ça. Hein. Tu veux rajouter, je t'en prie. Ok, ben, j'espère que moi et mes camarades, à travers nos stages, on pourra apporter cette innovation et, par exemple, proposer aux entreprises Paris Maintenance. Ah oui, ben ça c'est bien. C'est bien fait le connaître. Sois l'ambassadeur de ce genre de truc. C'est vous qui ferez mousser un peu le coup. Hein. C'est pas des pépères comme moi qui viennent cracher leur truc pendant un quart d'heure dans un amphi. C'est des vecteurs comme vous l'êtes, des types jeunes, et qui croient que des méthodes un peu dépoussiérées sont peut-être pas mauvaises pour améliorer les conditions humaines du travail. Bien, merci pour cette question, elle était sympa. Merci à vous. Merci. Ah oui, Quelqu'un d'autre ? des jeunes qui entraînent, oui, c'est très bien. Je rajouterais sur la question de la formation, parce qu'il y a quand même une question importante qui est pour quelles raisons ça ne va pas aussi vite. Il faut simplement se souvenir que la FIM aura dû batailler très ferme vis-à-vis de l'éducation nationale. Et nous avons eu pourtant un très grave accident industriel, AZF, qui était venu nous rappeler que la sécurité, c'était quand même quelque chose d'essentiel dans nos métiers. Il a fallu que nous bataillions jusqu'en 2005 pour faire en sorte que la sécurité fasse partie intégrante du référentiel d'enseignement dans la filière éducation nationale. Dans la filière DUT-GYM, la sécurité a été introduite. Nous bataillons très ferme pour que la sécurité reste au stade où elle est, qu'elle soit renforcée. Il y a une chose que vous véhiculerez d'autant mieux vis-à-vis des entreprises, parce que vous avez un rôle à jouer.
c'est vous qui amènerez ces messages, c'est je serai rassuré le jour où, quand nous ferons la visite des ateliers du DUT Génie Industriel et Maintenance, vous aurez vous-même mis en œuvre la démarche avec Securafim, les Ronds Bleus, Paris Maintenance. Pourquoi? Parce que lorsque vous irez dans les entreprises, vous pourrez témoigner aussi de la simplicité que cela représente et de la sécurité que cela apporte. J'ai dit, ce challenge est à relever. Alors vous avez mis un rêve. Sauf que dans l'éducation nationale, l'université a plus d'autonomie que l'éducation nationale, nous commençons à avoir dans certaines régions, la Bourgogne en ce moment, mais aussi la région d'Auvergne, nous commençons à avoir l'ensemble des chefs de travaux des établissements d'enseignement technique qui ont décidé de travailler ensemble pour mettre en place la démarche Securafim dans les ateliers où on enseigne, où on fait toucher la matière. Si nous savons faire ça, nous aurons fait ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour que vous véhiculiez l'idée que les normes sont utiles, et j'allais dire les ronds bleus Securafim, c'est une norme, il faut qu'elle soit enseignée au moment où on vous forme. Après, c'est trop tard. Alors le déficit existe aussi parce que dans les écoles d'ingénieurs, il y a encore du travail à faire avant que la sécurité ne soit effectivement enseignée à tous ceux ou toutes celles qui ont vocation d'entrer un jour dans l'industrie, y compris les ingénieurs. Tu peux rajouter l'Académie de Strasbourg, hein, puisqu'on va aussi mener cette voilà. Une bonne nouvelle, l'Académie de Strasbourg a décidé de se mettre dans la démarche. Ça veut dire que quand celles et ceux qui vous suivront arriveront ici, ils auront déjà entendu parler de la sécurité de façon pratique. Et ce sera autre chose, et Pascal peut le signaler, que des articles de réglementation qui sont bien pour les spécialistes, mais qui sont un peu, on va dire, comment dire ça, Pascal, difficiles à faire passer sur le terrain. Du management visuel, ça fonctionne. Si vous l'avez appris au lycée, quand vous arriverez ici, vous serez encore plus performant. Et nous attendons de vous que vous ameniez aussi des idées. Donc vous serez aussi les vecteurs d'une démarche qui est promue par une association qui s'appelle la FIM. Là, vous pourrez dire qu'en dehors de la FIM, sur ce sujet, vous n'aurez peut-être pas rencontré autant d'enthousiasme sur la question de l'amélioration de la sécurité. Une autre question encore? On peut? Alors moi j'en aurais une quand même. En termes de retour d'expérience, alors vous trouverez sur le site de l'IUT donc un retour d'expérience de la société Essilor qui a mis en place la démarche Securafim, et ils en sont ravis puisqu'ils vont l'étendre à l'ensemble des sites du groupe. Donc vous pouvez écouter son témoignage. C'est en cours là. Voilà. Lorsque j'ai présenté Paris Maintenance, je le disais tout à l'heure en introduction, au salon Préventica, la question était vraiment mais est-ce que c'est gratuit? C'est surprenant, hein, quand on dit aux gens que c'est gratuit. Bon, il y a une astuce, on fait 3-4 analyses et après le système se bloque. Non, c'est gratuit. Je le répète, c'est gratuit. C'est pas un sous-produit, c'est un produit qui est très... On a mis quoi, 2 ans? 2 ans à le mettre en place. Donc voilà. Ma question, c'est est-ce que dans tes différentes visites, tu as pu avoir, à un moment ou à un autre, un retour d'expérience de quelqu'un qui utilise ou qui a utilisé Paris Maintenance? Hélas, non. Très très peu. Très peu d'utilisateurs de Paris Maintenance. Je vais vous dire très franchement, ceux qui l'utilisent le plus, je ne parle pas de l'IUT de Louis Pasteur, parce qu'évidemment, c'est un IUT qui est à Saint-Malo, c'est une école d'ingénieurs qui est à Saint-Étienne. Voilà les quelques-uns que j'ai pu rencontrer qui avaient mis en œuvre. C'est plutôt des gens de l'éducation, des gens de l'université qui se préoccupent de ça, qui se préoccupent de donner de bons outils aux plus jeunes. Mais les industriels, pour eux, c'est une perte de temps que d'aborder Paris Maintenance. Très difficile à faire changer cette affaire-là. Alors, au niveau éducation nationale, donc le produit ne s'appelle pas Paris Maintenance, mais Synergie Maintenance, hein, puisqu'il y a des synergies dans différentes filières. Donc, Synergie Maintenance et Paris Maintenance, c'est la même chose, hein, c'est la même démarche, sauf que dans Paris Maintenance, on ne gère pas des groupes d'élèves, groupes de TD, groupes de TP. Donc ça a été enlevé, mais c'est exactement le même logiciel, la même approche. Donc l'idée, c'est de dire, comme tu disais, ce n'est pas les anciens qui vont changer, mais nous les jeunes, n'est-ce pas?
Et donc, c'est par vous qu'on va pouvoir améliorer cette partie-là. Tu n'es pas d'accord? Je vais te couper le micro. Ah bon? Tu peux pas? Donc, le fait de l'aborder déjà au niveau des filières maintenance avec synergie maintenance, on espère que plus tard, ça va devenir automatique et on n'aura pas à se poser de questions sur ces aspects de sécurité. Quand on a démarré la première conférence en 2006, on a dit, mais tu te rends compte, dire que ce métier est dangereux? Oui, ce métier est dangereux, mais les solutions existent. Voilà. Les solutions existent et c'est grâce à vous qu'on pourra mettre en œuvre toutes ces solutions. On est pile dans les temps, formidable. Merci beaucoup pour ta passionnante présentation et je n'étais pas dissipé.